d'être avec nous à la une de l'actualité. Israël toujours sous attaque. 3 nouvelles agressions au couteau hier, 2 blessés. Rien ne semble donc arrêter les terroristes. Pas même l'accord sur le mont du Temple. Israël, vous le savez, a accepté une vidéosurveillance continue sur l'esplanade des mosquées. Et c'est dans ce contexte de violence que les Israéliens commémorent les 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, grande figure d'espoir de paix. Qu'en serait-il s'il n'avait pas été assassiné? Entre fatalité et désespoir, les Israéliens sont partagés. Et puis cette image qui a fait le tour des journaux israéliens, on va la voir, un président low cost, Reuven Rivlin, en classe économique à Califourchon sur son siège, a surpris ses covoyageurs. On y revient dans cette édition. Enfin, l'événement musical du moment, Adele is back, c'était le hashtag du week-end. La chanteuse britannique qui avait quitté la scène révèle son nouveau single et pulvérise tous les records, les dessous de son succès. Ce sera en fin d'édition. Bonjour et bienvenue à tous. Les Israéliens toujours aussi menacés par les couteaux. La vague se poursuit mais reste pour l'heure confinés à la Cisjordanie. 3 nouvelles attaques hier, 2 blessés. Le récit de Maël Benoliel. Un automobiliste israélien a été légèrement blessé ce dimanche matin dans une nouvelle attaque au couteau sur cette route de Cisjordanie. Nous sommes dans la région du Gush Etzion, au sud de Jérusalem et au nord de Hébron. Il est à peu près 10 heures quand la voiture de cet habitant d'une implantation israélienne des environs est prise pour cible par des jets de pierre. Le chauffeur décide alors de garer son véhicule sur le bas-côté. C'est au moment où il sort de celui-ci qu'il se fait poignarder par un Palestinien déguisé en juif orthodoxe. Les secours, arrivés rapidement sur place, ont donné les premiers soins à l'homme de 58 ans avant de l'évacuer vers un hôpital de Jérusalem. Le terroriste de son côté a été abattu par les forces de sécurité après avoir réussi dans un premier temps à prendre la fuite. Quelques heures plus tard, à quelques kilomètres de là, à Hébron, une Palestinienne a tenté de poignarder un officier de police à l'entrée du caveau des patriarches. Ce dernier souhaitait effectuer un contrôle d'identité alors que le comportement de la femme lui semblait suspect. C'est ainsi que plutôt que de lui tendre ses papiers, elle a sorti un couteau et s'est jetée sur lui. Le policier parvient à s'en défaire avant de lui tirer dessus et de l'abattre. Des scénarios qui se répètent avec des modes opératoires désormais bien connus, des attaques qui pourraient être commanditées directement par le Hamas depuis la bande de Gaza. C'est le rapport d'enquête de l'attentat de la gare routière de Beersheva qui le dit, puisque l'auteur de l'attaque meurtrière aurait été en contact pendant des mois avec l'organisation terroriste avant de passer à l'acte. Et on se rend précisément dans le Gush Etzion, théâtre de plusieurs attaques. Ces derniers jours, Mathias Inbar, bonjour. Alors on le voit, cette tendance se confirme. Les attaques restent confinées derrière la ligne verte. Pour quelles raisons ? Écoutez, d'abord les faits, 2 attentats au couteau, une tentative d'attentat, des tirs contre le quartier juif de Hébron. On le voit bien, vous l'avez dit, la vague de terreur se poursuit en Cisjordanie et plus particulièrement dans cette région du Gush Etzion. Et pour les faits, eh bien, il faut dire que si l'auteur de l'attentat dans le Carrefour d'Ariel a été retrouvé et arrêté par les forces de sécurité, celui qui a commis un attentat à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons n'a toujours pas été retrouvé, il est toujours dans la nature. Pour répondre à votre question, pourquoi ici, au-delà de la ligne verte? Tout simplement parce que le périmètre est beaucoup trop grand pour être surveillé, pour être surtout scruté au peigne fin. Et il y a surtout dans cette région de Hébron des villes sous domination du Hamas. Et on parle justement de cette ville de Hébron, même si, vous le voyez sans doute derrière moi, Barbara, la vie continue. Ici, il y a autant de passants israéliens que d'ouvriers palestiniens qui vont travailler dans les grandes villes palestiniennes et israéliennes. Oui, alors on le rappelle, hein, ce sont des zones où Israéliens et Palestiniens vivent vraiment côte à côte. Est-ce que des mesures supplémentaires ont été prises ces derniers jours pour sécuriser davantage les habitants juifs de ces implantations ?
Alors ici, beaucoup de forces de sécurité, on parle de soldats, contrairement à Jérusalem où il y a beaucoup plus de policiers des frontières, mais pas de déploiement de nouvelles divisions, de nouvelles unités, des unités de réserve. Ici, pas non plus de décision concernant la fermeture ou le bouclage de certaines grandes villes palestiniennes, mais ici, effectivement, la tension reste toujours de mise et pour l'instant, eh bien, comme je le disais, la vie continue et je viens de m'entretenir il y a quelques instants avec une source proche des services de sécurité qui me disait qu'il était temps toutefois de ramener le calme dans cette région du Gush Etzion parce que si pour l'instant les attentats restent le fait de jets de pierre, de jets de cocktails Molotov et d'attaques au couteau, il pourrait très vite ce scénario se transformer en attaque à l'arme automatique et au pistolet. Merci Mathias. Cette vague de violence se poursuit, on vient de le voir, malgré un accord arraché ce week-end par John Kerry. L'idée, acceptée par Israël, une vidéosurveillance 24 heures sur 24 sur les lieux saints de Jérusalem. Alors pour la Jordanie, qui en a la garde, c'est un pas dans la bonne direction. Reste à savoir si des caméras vont suffire à apaiser les tensions. On pose la question dans un instant à Daniel Haïk. Avant cela, l'accord en détail qui nous est expliqué par Léa Berdugo. L'idée vient du roi Abdallah II de Jordanie. Un système de vidéosurveillance sur l'esplanade des mosquées ou mont du Temple pour les Juifs 24 heures sur 24. Sous le patronage du secrétaire d'État américain en déplacement dans la région, Israël et la Jordanie, administratrices du site sacré, se sont mis d'accord sur cette nouvelle règle. John Kerry a qualifié cette suggestion d'excellente. Cela permettra de procurer une visibilité et une transparence. Cela permettra de procurer une visibilité et une transparence complète qui pourrait vraiment changer la donne en décourageant quiconque de perturber le caractère sacré de ce lieu saint. Pour le Premier ministre israélien, c'est dans l'intérêt de l'État hébreu d'installer des caméras sur le lieu saint pour montrer d'où viennent les provocations et les empêcher à l'avance. Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois répété vouloir maintenir le statu quo. Le mont du Temple sera administré de la façon dont il est administré actuellement. Les visites des Juifs seront maintenues et il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Même chose pour l'arrangement des prières pour les musulmans. Les Palestiniens se montrent, eux, sceptiques. Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, a dit juger sur les actes et non sur les mots. Un membre du comité exécutif de l'OLP pointe du doigt les actions du gouvernement et des Israéliens et critique l'action de John Kerry. Il parle d'embellir l'occupation en installant des caméras à la mosquée sacrée d'Al-Aqsa ou par d'autres moyens. Mais la cause et la racine profonde du problème, qui est l'occupation criminelle du peuple palestinien, lui échappe. Une occupation qui entraîne toutes sortes d'actes criminels à l'encontre de notre peuple. Le peuple colonisateur commet un grand nombre de crimes contre le peuple palestinien. Le statu quo date de 1967. Il désigne l'ensemble des règles qui régissent le lieu sacré. Le contrôle et l'accès à ce site cristallisent les tensions. Israël est accusé par les Palestiniens de vouloir prendre le contrôle du lieu, ce que l'État hébreu dément. C'est cet accord qui va convaincre les terroristes à lâcher les couteaux. Écoutez, il y a un écrivain israélien, un arabe israélien qui s'appelait Emile Habibi, qui avait écrit un livre très célèbre qui s'appelait L'Optimiste. C'est-à-dire qu'il était à la fois optimiste et pessimiste concernant l'issue du conflit israélo-palestinien. Eh bien, dans le cas précis, on peut dire qu'on est plutôt pessimiste à court terme et optimiste peut-être à long terme, en espérant que les choses se tasseront. Y a-t-il une nouveauté dans cet accord? Est-ce que le statu quo de 1967 s'en voit modifié? Alors, du côté israélien, comme l'a dit Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de véritable changement. On maintient le statu quo. Les musulmans pourront prier, les non-musulmans pourront visiter sans prier. Ça, c'est clair. La véritable nouveauté, eh bien, c'est l'initiative des Jordaniens. C'est la présence des Jordaniens, c'est cette initiative de déployer des caméras vidéo qui vont permettre de contrôler chaque déplacement, chaque mouvement sur l'esplanade du Mont du Temple. Et c'est important parce que, en fait, cela devrait entraîner un rapprochement entre Israël et la Jordanie. Et parce que le roi Abdallah de Jordanie a pris cette initiative, d'abord pour calmer les esprits, effectivement, sur le Mont du Temple, mais pour essayer de calmer les esprits aussi auprès de sa population. Il craint, le roi Abdallah de Jordanie, qu'il y ait des débordements. Il a déjà beaucoup à faire avec les réfugiés syriens. Il ne veut pas de troubles, de turbulences dans son royaume sur le fond de la mosquée d'Al-Aqsa. En revanche, et ce n'est pas un détail, c'est la réaction des Palestiniens. Ils sont extrêmement sceptiques, ils n'y croient pas. Oui, alors les Palestiniens n'y croient pas. Ils auraient, eux, voulu, dans l'absolu, revenir au statu quo d'avant la seconde intifada, lorsque c'était le Waqf qui déterminait qui pouvait monter sur le Mont du Temple et qui ne pouvait pas monter.
et avec une présence policière israélienne bien moindre que celle d'aujourd'hui. Mais donc, il faudra voir au cours des prochaines journées, des prochaines semaines, si la Jordanie réussit à imposer son autorité sur le Waqf, c'est elle, sur le Waqf et sur le mont du Temple, c'est elle en fait qui est la responsable. Si elle arrive à détrôner, on va dire, Raed Salah, le mouvement islamique, les Morabitoun, qui ont incité, on l'a vu au cours des derniers mois, à la violence et à la tension. La Jordanie à l'épreuve, gardienne des lieux saints de Jérusalem. Merci Daniel. Scène surréaliste à présent. Un homme en parapente parti direction la Syrie. Il s'agit d'un arabe israélien, candidat au djihad. Son moyen de transport est inédit et a surpris les soldats israéliens qui scrutent les moindres faits et gestes sur cette frontière ultra sensible. Alors quand ils ont compris après quelques instants quel type de profil était à l'œuvre, eh bien ils l'ont laissé faire son chemin. Récit de ce voyage surprenant par notre correspondant militaire Maxime Pérez. Djaldjoulia, à seulement une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tel Aviv. C'est de cette localité arabe israélienne de 9000 habitants qu'est originaire le jeune homme de 23 ans qui, samedi, a rejoint de son propre gré les troupes de Daesh en Syrie, depuis la frontière du Golan. Pour cause d'enquête, son nom est interdit à la publication, tout comme celui de sa famille, sous le choc après l'annonce de la nouvelle. Comme s'il portait déjà le deuil, ses proches se sont tous réunis dans l'appartement familial. Son oncle assure n'avoir décelé aucun signe qui laissait présager d'un départ pour le djihad. Quand on est venu nous dire ce qui s'est passé, on est devenu fou. Tout le monde ici était stupéfait. C'est tellement surprenant venant d'un garçon comme lui. Pour moi, il n'est pas capable de manigancer une telle chose. Il faut une certaine intelligence et une créativité que lui n'a pas. Il est 17h samedi quand le jeune homme prend son envol depuis le lac de Tibériade et se laisse emporter vers le territoire syrien. Au moment où il passe la frontière, l'armée israélienne repère un objet volant et donne l'alerte. Pensant qu'un civil a été poussé à la dérive par des vents violents, elle dépêche des drones, des hélicoptères et des avions de combat au-dessus de la province syrienne de Quneitra, une région disputée par les rebelles et les forces d'Assad. En témoignent ces échanges d'armes automatiques. Les recherches se poursuivent de longues heures. Tzahal envisage une incursion terrestre pour secourir le parapentiste israélien. Des forces spéciales sont acheminées à la frontière syrienne, attendant le feu vert pour entrer en action. À cet instant, le risque d'une escalade militaire n'a jamais semblé aussi proche. Au bout de la nuit, l'armée israélienne décide d'interrompre ses recherches. Elle comprend que la victime n'en est pas une et qu'elle a été recueillie au sol par des hommes armés dans une zone sous contrôle djihadiste. Soulagement malgré cette grave défaillance sécuritaire, il n'y a pas d'otages israéliens en Syrie. Dimanche matin, les autorités israéliennes ont décidé de ne pas passer sous silence cet incident qui aurait pu entraîner le pays dans une opération en terrain ennemi, aux conséquences plus qu'incertaines. J'ai proposé ce matin au chef du gouvernement et au ministre d'enclencher un processus de déchéance de nationalité à l'égard de ce citoyen arabe israélien qui a décidé de s'envoler pour la Syrie pour rejoindre le groupe de l'État islamique. Notre message doit être sans ambiguïté et rapide. Hasard du calendrier, c'est dans ce contexte que le gouvernement israélien vient d'inclure Daesh et le groupe Jabhat al-Nusra affilié à Al-Qaïda dans sa liste noire d'organisations terroristes. Alors, outre le caractère exceptionnel de cette épopée, eh bien, on tente de comprendre si les Arabes israéliens sont nombreux à répondre aux appels de Daesh. Cyril, est-ce que c'est un phénomène de grande ampleur en Israël? Alors non, Barbara, il faut le dire tout de suite, le phénomène est relativement marginal, mais les autorités israéliennes veulent rester extrêmement vigilantes. Vigilantes pourquoi? Bien parce que ces djihadistes israéliens présenteraient, selon les services de sécurité intérieure, le Shin Bet israélien, une réelle menace pour la sécurité d'Israël, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, parce qu'en Syrie et en Irak, ces djihadistes israéliens sont formés au maniement des armes et à la création de cellules dormantes qui, le jour venu, de retour en Israël, pourraient être activées et passer à l'acte. Deuxièmement, ce sont des citoyens israéliens qui connaissent bien Israël et qui seraient susceptibles de communiquer des informations à leurs recruteurs djihadistes sur des sites sensibles en Israël. Et enfin, troisièmement, le troisième danger qui pèse sur la communauté arabe israélienne, c'est celle de la diffusion d'un message salafiste, le danger d'une radicalisation de la communauté arabe israélienne, comme on peut l'entendre partout ailleurs en Europe. D'ailleurs,
D'ailleurs, depuis le début de la guerre en Syrie, les services de sécurité israéliens ont déjà démantelé plusieurs cellules. Oui, comme celle par exemple de ces 7 Arabes israéliens mis en examen en octobre dernier par le parquet de Nazareth pour appartenance à une cellule de l'organisation de l'État islamique qui avait prévu, que c'était organisé pour acheter des armes et pour attaquer des cibles militaires dans le nord du pays, avec à sa tête, on le voit ici sur la gauche, en lunettes, avec ses lunettes, un avocat, maître Alaa Al-Din, qui avait, selon ses propres aveux, l'ambition, ni plus ni moins, de devenir le chef d'état-major de Daesh en Palestine. Alors on va l'écouter, il était encore flouté parce que la censure n'avait pas été levée. On l'écoute. Voilà, Israël, terre musulmane spoliée, donc il ne fait aucun doute pour cet homme, une figure connue d'ailleurs de la communauté arabe israélienne dans le nord du pays, que le califat s'installera un jour ou l'autre sur le territoire israélien. Il y a eu aussi cet imam de la mosquée d'Oum el-Fahem, l'une des plus grandes localités arabes israéliennes. C'est aussi, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, un bastion du mouvement islamique en Israël, qui avait décidé de placer la bannière noire de l'organisation de l'État islamique à l'entrée de sa mosquée. Voilà, on la voit très bien. Il a dû, entre-temps, la changer puisqu'elle a été interrogée par les services de police israéliens. Il y a eu aussi ces 6 bédouins israéliens arrêtés en juin dernier dans la ville de Khoura, cette même ville dont était originaire le tireur de Beersheva, de 6 bédouins israéliens qui avaient été arrêtés donc également pour être entrés en contact avec des agents de l'État islamique. Alors on connaît leur parcours, ils présentent des similitudes. Ce sont souvent soit des étudiants arabes israéliens, soit des jeunes arabes israéliens qui exercent des professions libérales, comme l'avocat, on l'a vu, et qui partent en Jordanie ou en Europe, qui sont là-bas séduits par des prédicateurs charismatiques et qui rejoignent ensuite la Turquie avant de faire le djihad, donc en Syrie ou en Irak. Voilà, mais le phénomène, on le rappelle, reste quand même marginal en Israël. Oui, parce que leur nombre est faible. On parle de 45 Arabes israéliens, nombre de citoyens arabes israéliens qui seraient partis donc faire le djihad en Syrie ou en Irak. Au moins 4 d'entre eux, selon les services de sécurité israéliens, ont été tués dans les combats. Une dizaine d'autres ont été arrêtés à leur retour en Israël. Alors c'est un phénomène marginal, pourquoi? Parce que vous savez que la communauté arabe israélienne représente environ 20% de la population totale en Israël, soit un peu moins de 2 millions d'Arabes israéliens. C'est très peu. À titre de comparaison, 500 djihadistes français ont déjà rejoint le djihad. Il y en a environ 1800 qui seraient en tout cas affiliés à l'État islamique en France. Et puis ce chiffre qui nous montre bien que les Arabes israéliens ne sont pas solidaires de Daesh. 86% des Arabes israéliens estiment que Daesh donne une mauvaise image de l'islam. Donc prudence évidemment, mais en même temps le phénomène reste minoritaire. Daesh qui tisse sa toile. Et justement, en Syrie, les choses sont en train de bouger. Les Russes confirment leur mainmise sur le terrain, mais également sur la scène diplomatique. Habile manœuvre politique pour sauver la face. Assad lie l'élimination totale des terroristes à de nouvelles élections dans son pays. Léa Volbert. Chaque jour comporte son lot de rencontres diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit syrien. Ce dimanche, Bachar al-Assad recevait une délégation de diplomates russes pendant que John Kerry participait à une réunion en Arabie Saoudite, membre de la coalition internationale. Les discussions ont tourné autour de la façon dont nous allons parvenir à une solution souhaitée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite grâce à la mise en œuvre des principes de Genève 1. Nous voulons la formation d'un comité de transition du pouvoir en Syrie afin d'élaborer une nouvelle constitution et préparer le pays à des élections sans Bachar el-Assad. Voilà les positions communes des deux pays. Samedi, Sergueï Lavrov et John Kerry se sont entretenus au téléphone. Selon un communiqué, le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue américain ont évoqué les modalités d'organisation d'un processus politique entre le gouvernement syrien et l'opposition. Mais Washington reste ferme sur la question. La transition politique doit se faire sans Bachar al-Assad. Réponse de Moscou, une proposition d'organisation d'élections présidentielles ou législatives. Le principal enjeu est la lutte et la victoire contre le terrorisme. Et après, ce sont les élections législatives ou présidentielles. Mais nous devons avant tout rétablir la paix en Syrie. Les groupes rebelles balayent d'un revers de main cette proposition d'élection. Une énième tentative de contourner les demandes du peuple syrien, selon le représentant de la coalition de l'opposition. Ali Waked, est-ce que Vladimir Poutine est en train de mettre hors jeu les Américains et les Européens en Syrie? Je ne pense pas, Barbara. C'est vrai que sur le plan politique, ça paraît comme ça. Et le fait qu'il invite les pays arabes du Golfe qui soutiennent les rebelles, le fait qu'il y a une bonne partie de l'opposition
considéré par Bachar Assad comme légitime, qui est maintenant localisé à Moscou et continue à négocier avec les Russes sur les arrangements futurs de la Syrie. Mais si on juge sur ce qui se passe sur le terrain, les progrès qu'on a vus dans le premier jour de l'intervention russe se sont arrêtés. L'Occident et l'Arabie saoudite ont muni les rebelles avec des anti-chars, etc., qui évitent que les progrès de l'armée russe avec les alliés iraniens Hezbollah continuent du même rythme des premiers jours. Donc on ne peut pas dire qu'il les a mis tout à fait hors jeu, mais c'est vrai qu'il est en train de plus en plus dominer la situation. Quand Assad, on l'a vu, se dit prêt à organiser une élection présidentielle seulement une fois que le pays aura été libéré totalement des terroristes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas se passer demain matin. 1, 2, ça veut dire que Assad lui garde la possibilité d'analyser et d'interpréter qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Et 3, c'est le plus important, ça veut dire que Assad comprend qu'il ne domine pas exclusivement la situation et qu'il y a les Iraniens et surtout les Russes qu'il faut prendre en considération. Et les Russes qui ont dit nous on ne défend pas Assad, on défend nos intérêts. Donc si jamais il y a un scénario qu'on garde nos intérêts et on doit sacrifier Bachar Assad sous forme des élections ou d'une période de transition, ça peut aller. Mais Barbara, vous savez, dans cette région, quand je parlais avec un collègue syrien, il a dit dans le Moyen-Orient, rien n'est éternel que le transitoire, donc ça peut durer très longtemps. Assad, il comprend qu'il doit obéir, qu'il doit aller selon ce que les Russes veulent, et les Russes veulent qu'il accepte pour le moment à ne pas mettre des conditions et dire c'est soit moi, soit rien. Assad comprend qu'il y a un nouveau dynamique qu'il faut prendre en considération et qu'il risque, dans un scénario futur, de payer le prix. Merci, Ali. Voilà, et c'est dans ce contexte qu'il faut souligner ce mea culpa qui rentrera sans doute dans l'histoire des guerres ratées du XXIe siècle. Tony Blair présente ses excuses pour l'invasion de l'Irak dans une interview à CNN. Il admet également que cette guerre malmenée a favorisé l'émergence de Daesh. On écoute ensemble les excuses de l'ancien Premier ministre britannique. Je présente mes excuses pour le fait que les renseignements que l'on a reçus étaient faux. Parce que même s'il avait utilisé des armes chimiques contre ses propres populations, la manière dont tout cela s'est exécuté a été différente par rapport à ce que nous pensions. Donc je peux m'excuser. Tony Blair qui présente donc ses excuses, mais après, ça va changer quoi? Alors il faut préciser que cette interview dans son intégralité va être diffusée ce lundi sur CNN. Des excuses de Tony Blair, vous venez de le dire, qui vont changer quoi? Alors la réponse est que finalement pas grand-chose. Ce sont des excuses qu'ont bien attendu cette commission, cette fameuse commission Chilcot en Grande-Bretagne en 2010 et qu'il n'avait pas fait à l'époque. Le problème c'est que Tony Blair aujourd'hui n'est plus Premier ministre et qu'elles arrivent un petit peu tard. Mais c'est toutefois une prise de conscience qu'il est extrêmement intéressant de souligner. Blair qui reconnaît une part de responsabilité dans la montée actuelle de l'organisation de Daesh. Pourquoi? Eh bien parce que cette guerre en Irak, au-delà de la chute de Saddam, eh bien elle a été déclenchée sur un renseignement faux, il le reconnaît aujourd'hui, mais également sur une mauvaise grille de lecture sur le chaos qui allait suivre. Alors aujourd'hui, il faut le savoir, la matrice de Daesh, eh bien c'est l'alliance entre des djihadistes sunnistes et puis des sunnites et des anciens soldats de Saddam Hussein, et c'est ce qui lui a donné toute cette force. Alors cette guerre d'Irak, sur le papier, elle a été gagnée. Le problème c'est qu'elle a été suivie d'une guerre civile, d'une insécurité et d'une corruption chronique que du coup jusqu'à aujourd'hui, l'Irak, qui était le pays le plus développé du monde arabe, est retourné à un Moyen-Âge et à un avenir incertain. 4500 soldats américains, 179 soldats britanniques qui sont morts sur ce combat. Alors il faut le préciser, et c'est ce que Tony Blair fait également, ce qu'on regrette, ce n'est pas la fin de Saddam Hussein ou encore d'un Kadhafi ou encore d'un régime taliban. Ce qu'on regrette, c'est l'abandon d'un champ de bataille, même après une victoire éventuelle, que l'Occident paye très cher par la suite avec un véritable chaos et une résurgence des actions et de forces terroristes telles que Daesh aujourd'hui. Et le fait que l'Irak est devenu un pays satellite de l'Iran? Également. Voilà pour ces précisions. L'Union européenne au secours des Balkans, création de 100 000 places d'accueil supplémentaires. C'est une mesure prise cette nuit lors d'un sommet d'urgence à Bruxelles. Myriam Aman. Le mini-sommet européen de dimanche avait pourtant mal commencé avec cet avertissement slovène. L'Europe est en jeu maintenant. Et si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons faire ensemble pour trouver une solution commune, alors ce sera le début de la fin de l'Union européenne et de l'Europe en tant que telle. Après plusieurs heures de discussion, les pays traversés par les milliers de migrants, épaulés par l'Union européenne et l'Allemagne, se sont finalement accordés sur un plan d'action à 3 niveaux. Le premier, priorité absolue de l'Union européenne,
les conditions d'accueil des migrants dans les Balkans. Nous allons augmenter les capacités d'accueil des migrants pour atteindre 100 000 places en Grèce et dans les Balkans. Ce n'est pas possible que dans l'Europe de 2015, des personnes se retrouvent à dormir dans des champs, dans le froid. Le deuxième objectif du plan, résorber le flux des migrants. Désormais, l'enregistrement des nouveaux arrivants se fera systématiquement. Nous avons discuté avec le Premier ministre Tsipras en soulignant la nécessité d'échanger des informations et des données sur l'afflux de migrants. Ils arrivent par exemple par la Grèce et se rendent en Macédoine. Jusqu'à présent, leur passage n'était pas signalé aux autorités macédoniennes. Enfin, le troisième volet de l'accord s'attaque à la gestion des frontières extérieures de l'Europe. Les contrôles seront renforcés entre la Bulgarie et la Turquie, mais aussi entre la Grèce, l'Albanie et la Macédoine. 400 gardes-frontières supplémentaires seront par ailleurs déployés en Slovénie. Le pays est débordé par l'arrivée massive de réfugiés. Plus de 15 000 sont entrés dans le pays pour la seule journée de dimanche. Et depuis Bruxelles, on retrouve notre correspondante Éléonore Feudoul. À leur création, 200 000 places d'hébergement supplémentaires, plus de contrôle aux frontières entre ces pays des Balkans. Est-ce que ça va suffire ? Alors concernant ces 100 000 places, quand on sait que plus de 600 000 migrants sont déjà arrivés en Europe cette année, cela paraît peu, surtout que le Haut Commissariat aux réfugiés en prévoit au moins 200 000 de plus avant la fin 2015. Et puis vous l'avez dit, la Grèce fera le plus gros de l'effort, au moins au début, dans le cadre de cet accord. 30 000 nouvelles places d'accueil d'ici la fin de l'année, puis 20 000 plus tard avec l'appui des Nations Unies. 50 000 autres places seront créées dans les Balkans, mais pour l'instant, on ne sait pas où. En tout, 17 mesures dans cet accord pour gérer l'afflux des migrants sur la route des Balkans. Les Balkans qui s'accusent les uns les autres d'être toujours responsables de l'arrivée des migrants sur leur territoire. Mais comme on vient de le voir, ce sont d'abord les pays du Sud qui devront, une fois de plus, faire les premiers efforts. Voilà, les accusations fusent d'un pays à l'autre. La Grèce pointée du doigt, vous l'avez dit, mais surtout une grande absente, c'est la Turquie qui n'a pas participé à ce sommet. Pourtant, pour Angela Merkel, la Turquie, c'est une des clés de cette crise. Oui, bien évidemment, car la Turquie représente la porte d'entrée de tous ces Syriens, ces Irakiens, ces Afghans. S'ils arrivent officiellement en Europe par la Grèce, ils transitent surtout d'abord par la Turquie. Le Premier ministre grec, d'ailleurs, n'a pas manqué de le souligner hier soir. Le plan d'action avec Ankara, approuvé par les dirigeants de l'Union le 15 octobre dernier, est en négociation. Il prévoit notamment une aide directe de 3 milliards d'euros, mais ça prendra du temps, surtout avec les élections législatives turques du 1er novembre. C'est-à-dire dans quelques jours, crucial pour l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Voilà pour cette crise des migrants difficile à solutionner. On se quitte pour un nouveau journal juste après. Écoutez cette phrase. 2007, c'est jouer d'avance. Je ne vois pas comment Marine Le Pen ne gagnerait pas. C'est une phrase qui devrait faire parler d'elle au sein du Parti Socialiste. Et pour cause, elle est signée Malek Bouti qui fait beaucoup de bruit. Décryptage après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Nagar. On est de retour sur le plateau du Morning. On poursuit avec ce raz-de-marée pour la droite nationaliste en Pologne. Les conservateurs catholiques ont remporté les législatives et pourraient gouverner seuls à majorité absolue. Explication Océane Nicole. Les Polonais ont voté pour le changement. Les conservateurs catholiques eurosceptiques ont été portés au pouvoir ce dimanche. Une défaite monumentale pour la gauche qui est éliminée du futur Parlement. Une première depuis la chute du régime communiste en 1989. Une majorité absolue pour le parti Droit et Justice porté par Jarosław Kaczyński. Le parti conservateur remporte 242 sièges sur les 460 que compte le Parlement. Une vague de promesses populistes et la peur d'arrivée massive des réfugiés, des initiatives qui ont séduit plus de 39% des Polonais. Le grand gagnant promet une politique juste et transparente. La loi sera respectée. Nous poursuivrons la vérité. Mais il n'y aura pas de vengeance, pas d'émotions négatives, pas de jeu personnel ou de trafic de score. Il n'y aura pas de coups de pied à ceux qui sont tombés, même s'ils sont responsables de leur propre chute et qu'ils le méritent.
Le chef du parti conservateur a d'ores et déjà désigné le Premier ministre, un rôle attribué à une femme, Beta Zidlo, 52 ans, députée et vice-présidente du parti Droit et Justice depuis 2005. La future Premier ministre défend des positions conservatrices sur des questions telles que l'avortement ou encore la fécondation in vitro, des idées à l'opposé de la Première ministre sortante qui a cependant salué cette victoire. Nous n'avons pas perdu ces 8 années. La Pologne est aujourd'hui bien plus belle qu'il y a 8 ans. La Pologne, c'est aujourd'hui un pays en pleine croissance avec un taux de chômage à 1 chiffre. C'est dans cet état que nous laissons le pays à ceux qui ont aujourd'hui gagné les élections. C'est la première fois dans l'histoire de la Pologne qu'un seul parti va gouverner seul les 38 millions d'habitants. Une victoire qui risque cependant de faire naître des tensions, notamment avec l'Union européenne. Myriam, comment comprendre ce virage à droite des Polonais ? Eh bien, par une grande déception et des promesses non tenues par le parti au pouvoir, puisque si la Première ministre sortante le souligne aujourd'hui, avec un chiffre de croissance tout à fait admirable et puis du chômage à un chiffre également, eh bien la Pologne, c'est également l'histoire d'une croissance mal répartie. Et cette victoire de la droite, à n'en pas douter, c'est également le message qu'ont voulu faire passer de la déception des Polonais. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois depuis la chute de l'URSS que la droite conservatrice et eurosceptique va gouverner en Pologne sans même avoir besoin de former une coalition avec une majorité absolue. 38% des voix, 238 sièges sur 460, autant qu'une victoire de la droite. C'est un échec et mat pour la gauche. Alors, plus d'allocations familiales, ça faisait partie des promesses un petit peu populistes de cette droite souverainiste, mais de façon plus générale, il faut préciser également qu'il y a une recherche de renforcement du pouvoir présidentiel pour le nouveau parti au pouvoir, d'une meilleure répartition donc de ces chiffres de la croissance, et puis également une position souverainiste pro-américaine, eurosceptique, qui s'est notamment fait sentir de façon très dure et sévère sur le dossier des migrants. La Pologne est en première ligne pour s'opposer aux quotas. La Pologne veut, oui, rester au sein de l'Union européenne, non à un rapprochement avec la Russie, mais ce sera à ses conditions. Voilà pour le virage à droite de la Pologne. Et puis l'Argentine a voté, elle aussi, journée de toutes les surprises hier. Contre toute attente, un second tour sera nécessaire pour désigner le futur président argentin. Ce n'était plus arrivé depuis plus de 40 ans dans le pays. Daniel Scioli, le candidat soutenu par la présidente sortante, a obtenu 35% et il affrontera le candidat de l'opposition, Mauricio Macri, qui emporte 9 petits points supplémentaires. L'église n'est pas un poste de douane, mais plutôt un hôpital de campagne qui doit accueillir tous les blessés de la vie. C'est la citation du week-end qu'on a décidé de retenir. Elle est signée par le pape François qui a amorcé une révolution silencieuse. L'ouverture de l'église aux divorcés, c'est l'une des conclusions du synode sur la famille qui s'est achevé ce samedi. Voici les mots du pape lors de la messe de clôture. Le pape a noté dans son discours qu'il n'est pas seulement question de suivre la lettre du texte, mais d'interpréter les valeurs fondamentales de l'Église catholique. Cela veut dire faire preuve de miséricorde, de pardon, de réconciliation et de réintégration de tout le monde dans l'Église. Et cela inclut ceux qui ont une certaine préférence sexuelle, mais aussi les gens qui sont séparés et ceux qui sont vulnérables. Il y avait, je pense, une certaine méfiance a priori d'un certain nombre de pays pour qui les pays occidentaux sont responsables de ce qui ne va pas dans la famille. Ce que je perçois et ce que je pense à Rome, c'est qu'il y a une règle absolue, c'est que quand le pape dit quelque chose, on le fait. Voilà, vous aurez rectifié par vous-même, ce n'étaient pas les mots du pape, mais bien des participants à ce synode. Betsabé, on tente d'y voir plus clair avec vous. Victoire ou défaite pour le pape, cette synode sur la famille? Alors victoire, d'un côté, effectivement. Alors la communion des divorcés, remariés, le sujet le plus brûlant de ce synode, eh bien, est désormais envisageable. C'est une nouveauté, une victoire pour le pape et une victoire d'autant plus importante pour le pape réformateur que lors de la première session du même synode l'année dernière, eh bien, une partie des évêques avait vraiment refusé cette ouverture. Écoutez. Eh bien non. On va l'écouter peut-être dans quelques instants. En tout cas.
C'est l'archevêque, donc Monseigneur 23, qui insiste sur le fait que les évêques n'étaient pas d'accord. On écoute, on n'écoute pas, on enchaîne. On enchaîne. Alors, cette communion pour les divorcés remariés sera donc possible au cas par cas, un compromis. Donc, et d'ailleurs, les épiscopats, aussi bien africains que polonais, estiment toujours que cette mesure risque d'affaiblir à la longue l'institution du mariage catholique, à laquelle on ne touche pas. Donc, alors le pape réformateur a donc réussi à faire avancer l'Église, ce sont ses propres mots, à signer la fin d'une Église qui juge. En tout cas, le pape François, vous l'avez dit, a marqué des points, mais un chemin finalement semé d'embûches, un parcours difficile quand même. Oui, et puis on parle aussi de phase mouvementée pour ce pape, 2 ans et demi après son élection. On parle même de la fin peut-être de sa love story avec l'Église. Alors il y a par exemple les conspirations, comme cette rumeur de tumeur au cerveau il y a quelques jours qui handicaperait le pape, complot qui aurait été monté de toutes pièces en fait par les adversaires du pape François, surnommé même les vautours qui tournent autour du Saint-Siège par les commentateurs. Et puis il n'y a pas que les vautours, il y a les Italiens eux-mêmes qui seraient un petit peu déçus par le pape, et notamment à Rome, grâce par exemple au jubilé de la Miséricorde qui se tiendra à partir du 8 décembre prochain, organisé donc par le Saint-Siège, décidé, attention, sans même consulter les autorités locales. Alors du coup, ces bus bondés de touristes curieux, pas seulement de pèlerins, qu'affectionnent particulièrement les Romains, on s'en doute, seront multipliés par 10, ça fait pas vraiment sourire à Rome. Et puis on reproche au pape d'avoir fait dégringoler par exemple le maire de Rome en insistant lors de son retour des États-Unis que non, il ne l'avait pas invité, ce qui a participé à sa chute. Et puis enfin, pour preuve de cette crise dans le couple pape-italien, il y a les attaques médiatiques, même comme cette attaque de la Stampa, un des premiers quotidiens en Italie récemment, dont l'édito s'intitulait « Au nom du pape roi », ça veut tout dire, et qui en substance explique au roi, enfin au pape plutôt, qu'il ferait mieux de s'occuper de ses propres affaires avant de se mêler des affaires romaines. Le message est clair. Voilà qui est dit. En France, cette phrase 2007, c'est joué d'avance. Je ne vois pas comment Marine Le Pen ne gagnerait pas l'élection. C'est une phrase qui devrait faire parler d'elle au sein du Parti Socialiste, et pour cause, elle est signée Malek Bouti. Rudy, en clair, il estime que Marine Le Pen est absolument capable de devenir présidente en 2017. Mieux que ça, pour lui, c'est même joué d'avance, alors que c'est vrai, Malek Bouti, c'est quand même, on le sait, une voix qui détonne au sein du PS. En juillet dernier, par exemple, dans un rapport sur les banlieues baptisé Génération Radicale, il n'avait pas mâché ses mots pour parler d'une génération antisémite au bord de la rupture, prête à basculer dans le djihadisme, des propos qui avaient été à l'époque modérés, voire désavoués par l'état-major du PS. Alors évidemment, en s'exprimant hier sur BFM TV, le député PS de l'Essonne était attendu au tournant pour ne pas avoir de langue de bois. Alors effectivement, quand la journaliste aborde la question de 2017 et du FN, la réponse est sans équivoque. J'ose pas le dire, mais je crois que c'est un peu joué d'avance 2017. C'est-à-dire ? Je crois pas que ce soit une question de casting. Quoi qu'il arrive, ça ne changera rien, que ce soit Hollande ou Valls ? Quelque part, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on est dans une situation de crise politique et qu'à jouer le casting, à dire je préfère lui que lui, c'est encore refuser de voir le fond des choses. Est-ce que ça veut dire que la gauche, pour vous, a déjà perdu 2017 ? Moi, ma crainte, c'est pas que la gauche perde, c'est que la République perde 2017. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment Marine Le Pen ne gagne pas l'élection présidentielle. Gagne l'élection présidentielle ? Oui. Pour vous, ce n'est pas simplement une question d'être présent ou non au deuxième tour. Pour vous, Marine Le Pen est en mesure de devenir présidente de la République française ? Absolument. Si rien ne change ? Peut-être même que s'il y a un peu de changement, ça ne suffira pas à arrêter. Voilà, donc c'est une vision des choses qui, sur les réseaux sociaux, a plutôt été bien accueillie, en tout cas un discours, des mots plutôt bien accueillis. On parle de propos lucides, bien qu'effrayants, sans langue de bois. Voilà ce qu'on lit sur Twitter. Le philosophe Michel Onfray aussi a réagi, a trouvé sa prestation excellente et demande finalement pourquoi Malek Bouti n'est pas premier secrétaire du PS. De plus, Bouti n'a fait preuve d'aucune ambiguïté concernant un thème qui fait débat au sein du PS, c'est-à-dire le Front républicain qui pour lui est vraiment la seule solution, la seule arme possible pour garder les valeurs républicaines, donc les défendre avec donc les Républicains et le PS côte à côte. Pour lui, ça ne fait absolument aucun doute. Voilà, il appelle peut-être un réveil des consciences par cette phrase choc à gauche. On réagit ? Alors pour l'instant, non, parce que ces propos ont finalement tout pour gêner à gauche, mais finalement, quand on regarde bien, c'est un tacle adressé à ceux qui, au PS, jouent finalement la carte de faire monter le PS pour obtenir un face-à-face FN-PS au second tour de 2017. Mais alors le message est bien clair, c'est un jeu dangereux. Et bien pour le PS, Bouti prévient
d'ailleurs. Il dit voilà, la gauche, c'est pas que la crainte, c'est pas que la gauche perde, c'est finalement que la République perde, c'est qu'à force de jouer à ce jeu dangereux, de faire monter le PS pour avoir un second tour plus facile, la gauche pourrait perdre beaucoup et la France aussi pourrait perdre énormément avec donc une Marine Le Pen présidente. C'est en tout cas ce qu'il a voulu exprimer hier. Voilà, le pronostic en tout cas. On reste en France, direction Marseille. On en sait un peu plus sur la fusillade survenue ce week-end dans une cité sensible du nord de la ville. 3 morts âgés de 14, 15 et 23 ans. Julia Galantia. La fusillade a eu lieu au pied de cet immeuble, en face de l'entrée de la cité. Il est 2h30 du matin quand un homme de 24 ans et 2 adolescents de 15 ans sont abattus dans la cage d'escalier de l'immeuble par des armes automatiques. Les tirs proviennent de 2 voitures à l'extérieur du bâtiment. L'hypothèse de meurtre liée au trafic de stupéfiants est à ce stade privilégiée par les enquêteurs. Je n'ai aucun élément qui puisse me laisser penser que ce soit des dommages collatéraux. Voilà, je ne peux pas vous le dire plus clairement. Il se trouvait à un endroit sur le site du point stup. Voilà, on n'a aucun élément qui nous laisse à penser qu'il ne soit pas impliqué dans le trafic de stupéfiants. Maintenant, encore une fois, moi, c'est vraiment là ce que je vous livre, c'est une impression. C'est l'enquête judiciaire qui le confirmera ou pas. L'une des victimes, le majeur, était connue des services de police, mais les 2 mineurs étaient peu connus. Peu après le drame, 2 véhicules brûlés ont été retrouvés à Gardanne, à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille. Ce dimanche, les habitants fuient les caméras. Face aux journalistes présents, c'est l'omerta. Vous avez peur pour votre famille? Bien sûr. Parce que ma fille, elle va aller à côté. Ne parle pas ce qui s'est passé, ne parle pas. C'est ce qui s'est passé. Vous parlez des petits enfants. Non, il parle pas de ça. Je parle de mes enfants. Avec les CRS ou pas? Oh, je parle de mes enfants, je parle pas des enfants. La cité des Lauriers est connue comme une plaque tournante du trafic de drogue à Marseille. En mai, elle a déjà fait l'objet d'une vaste opération policière mobilisant quelques 300 policiers. Une vingtaine de personnes avaient alors été arrêtées. Et toujours à Marseille, 2 fidèles et un rabbin ont été agressés au couteau samedi matin à proximité d'une synagogue de la ville. Une des victimes a été sérieusement blessée. L'agresseur a proféré des propos antisémites, âgé d'une trentaine d'années. Il est un déséquilibré connu des services de police. Jean-Charles Banoun s'est entretenu hier soir avec l'une des 3 victimes. C'est sûr à 100% même que c'était une action antisémite. Parce que déjà, en fait, devant nous, il y avait des personnes. Enfin, si cet homme voulait agresser quelqu'un juste pour agresser quelqu'un, il y avait plein de gens autour de nous. Et il y avait des gens devant nous. Et il est passé devant ces personnes-là. Il les a même pas regardées. Et en fait, c'est dès qu'il nous a vus à nous, notamment moi, j'avais ma kippa sur la tête. Et il y avait mon père aussi qui avait son chapeau. Et l'ami de mon père qui avait sa kippa aussi. Je pense que c'est dès qu'il a vu ça que ça lui montait au cerveau comme ça et qu'il nous a attaqués. Est-ce que tout cela, à votre avis, a un lien avec ce qui se passe actuellement en Israël ou est-ce que c'est lié à la vague d'antisémitisme qui est en France, évidemment, en train de prendre de l'ampleur? Je ne sais pas si c'est réellement lié à ce qui se passe actuellement en Israël, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est lié à cette vague d'antisémitisme qui est actuellement en France. En vérité, avant que ça m'arrive, je me sentais pas réellement en insécurité. Enfin, j'ai toujours marché dans la rue. J'ai toujours marché dans la rue avec ma kippa sur la tête. J'ai jamais eu de problème. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu ça, depuis que j'ai vu ça comme ça, que j'ai vu de mes yeux un acte comme ça, je me sens pas en insécurité, mais je suis un peu plus sur mes gardes parce que ça me fait un peu peur, quoi. Quand on le vit, ça fait un choc, quoi. À suivre dans le Morning, nous reviendrons sur la vague terroriste en Israël, 4e semaine de violence qui démarre ce lundi. Et c'est dans ce contexte que les Israéliens commémorent les 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, grande figure d'espoir de paix. Alors qu'en serait-il s'il n'avait pas été assassiné? Entre fatalité et désespoir, les Israéliens sont partagés 20 ans plus tard. On y revient après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Nagar. Ce sera dans 2 petites minutes.
On est de retour sur le plateau du Morning. Alors que les Israéliens sont toujours aussi menacés par les attaques terroristes, eh bien ils commémorent aujourd'hui les 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, grande figure d'espoir de paix. Qu'en serait-il s'il n'avait pas été assassiné? Entre fatalité et désespoir, les Israéliens sont partagés. On va en parler dans un instant. Avant cela, place aux cérémonies officielles qui ont démarré hier soir. C'était à la présidence de l'État d'Israël. Océane Nicole. C'était il y a 20 ans, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin était froidement assassiné à la fin d'une manifestation pour la paix en soutien aux accords d'Oslo, une manifestation donnée en plein cœur de Tel Aviv. L'assassin, un terroriste ultranationaliste israélien, fermement opposé à l'initiative de paix d'Yitzhak Rabin et à la signature des accords d'Oslo. 20 ans après, Yitzhak Rabin est toujours dans les mémoires des Israéliens. Ce dimanche à Jérusalem, une commémoration a eu lieu, marquant l'anniversaire de sa mort selon le calendrier hébraïque. L'actuel président israélien Rivlin était présent. Il a rappelé son engagement à ne pas gracier son assassin. En tant que personne qui a appartenu à l'autre camp, celui des anti-Oslo, en tant que personne qui s'était opposée à Rabin, et qui a dit et continue de dire que Dieu venge son sang. Aussi longtemps que je serai président, l'assassin ne sera pas libéré. Shimon Peres, l'ancien président de l'État hébreu, a lui aussi tenu à lui rendre hommage. Tu es absent pour les mères et les pères auxquels manque un dirigeant comme toi, mais leur espoir d'une paix réelle n'est pas perdu. Tu es absent des allées de la vieille ville de Jérusalem que tu as empruntées pour mener nos forces à la bataille victorieuse de 1967. Ces allées aujourd'hui sont remplies de sang. Les pierres du mur des lamentations pleurent. Yitzhak Rabin prônait une entente entre Israéliens et Palestiniens, mais 20 ans après son assassinat, la paix n'est toujours pas rétablie. Alors que nous célébrons le 20e anniversaire de son meurtre, nos dirigeants n'ont aucun chemin ni aucune proposition de solution. Tout ce qu'ils proposent, c'est de vivre par l'épée et de périr par l'épée. Est-ce le futur que nous cherchons à offrir aux enfants assis ici, aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit le chemin. Je suis en tout cas sûr que ce n'était pas son chemin. Plusieurs commémorations se tiendront dans la semaine en Israël pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre. Ce lundi, c'est sur sa tombe au Mont Herzl et à la Knesset qu'une session spéciale aura lieu en l'honneur d'Yitzhak Rabin. Et 20 ans après l'un des assassinats politiques les plus importants de l'histoire, eh bien, Israéliens et Palestiniens continuent de se déchirer. Une question brûle sur toutes les lèvres. Qu'en serait-il si Rabin n'avait pas été assassiné, Cyril? Oui, les accords d'Oslo, Barbara, devaient donner l'espoir à toute une génération. Il en reste si peu aujourd'hui. Processus de paix moribond en Cisjordanie. Les jeunes Palestiniens et Israéliens qui s'affrontent aujourd'hui, ce sont précisément la génération d'Oslo, ceux qui précisément à l'âge de 20 ans auraient dû récolter les fruits de la paix. Alors la question que vous me posez ce matin, Barbara, eh bien le quotidien israélien de centre-droite m'arrive l'a poser ce week-end aux Israéliens. Où en serait-on aujourd'hui si le soir du 4 novembre 1995, eh bien Rabin n'avait pas été assassiné par Yigal Amir? Vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. Pour 41% des sondés, la situation aurait été bien meilleure que ce qu'elle n'est actuellement si Rabin n'avait pas été assassiné. Plus flagrant encore, 45% des Israéliens estiment que Rabin serait parvenu à un accord définitif avec les Palestiniens, alors que 23% des personnes interrogées, elles, estiment au contraire qu'il aurait abrogé les accords d'Oslo compte tenu des violences perpétrées par les Palestiniens. Pour les Israéliens, l'assassin d'Yitzhak Rabin, Yigal Amir, a donc aussi assassiné la paix finalement. Oui, l'assassinat de Rabin a sans doute porté un coup dur au processus de paix. Était-ce un coup fatal? Ça, rien n'est moins sûr. Tout d'abord parce que eh bien, rien ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'Yitzhak Rabin serait effectivement parvenu à un accord de paix avec les Palestiniens. Rabin était après tout un homme politique assez pessimiste et le processus d'Oslo était, comme son nom l'indique, un processus qui devait et qui avait remis à plus tard aussi la résolution des questions les plus épineuses, celle de Jérusalem qu'on constate aujourd'hui avec amertume. Et puis, si Rabin a été assassiné, le processus de paix, lui, eh bien, lui a survécu. Shimon Peres, Ehud Barak, dans une moindre mesure, Ehud Olmert ont tour à tour tenté de prolonger l'action d'Yitzhak Rabin avec le peu de succès que l'on connaît compte tenu de la situation assez récalcitrante
il faut bien le reconnaître, de la direction palestinienne. Et puis enfin, qu'on le veuille ou non, on est encore dans le paradigme d'Oslo. Benjamin Netanyahou, qui était à la tête de cette critique anti-Oslo, et bien aujourd'hui reconnaît dans son discours de Bar-Ilan la nécessité de la création d'un État palestinien. Les services de sécurité israéliens et palestiniens coopèrent. On est encore dans le paradigme d'Oslo. L'État palestinien, même s'il n'existe pas concrètement, n'a jamais été autant une réalité incontournable sur la scène internationale. Cet héritage politique-là demeure. Alors on l'a vu, les cérémonies officielles ont démarré hier soir avec Reuven Rivlin qui a donné le coup d'envoi. De manière générale, comment les Israéliens commémorent les 20 ans de cet assassinat? Alors le climat est aujourd'hui beaucoup plus apaisé. Les années qui ont suivi l'assassinat d'Yitzhak Rabin ont été des années qui ont été marquées par un clivage droite-gauche très 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 profond. Les Israéliens étaient bien incapables de communier à la mémoire d'Yitzhak Rabin ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que la droite estimait, à juste ou à tort, à juste titre ou pas, eh bien que la gauche avait récupéré l'assassinat d'Yitzhak Rabin pour en faire les rassemblements, en tout cas la mémoire d'Yitzhak Rabin, pour en faire des grands rassemblements pour la paix, des rassemblements de soutien aux accords d'Oslo. Et la gauche, elle, eh bien estimait, encore une fois, juste titre ou non, que la droite, eh bien, était coupable d'avoir incité à l'haine, d'avoir pris part à cette virulence verbale, à cette violence politique qui avait précédé l'assassinat d'Yitzhak Rabin. 20 ans plus tard. Et puis cette image, regardez, elle a fait le tour des journaux israéliens tout le week-end. C'est un président low cost, dans un vol low cost, Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, en classe éco, tout simplement à Califourchon, sur son siège. C'était lors d'un vol Prague-Tel Aviv, ce week-end donc. Et la simplicité de l'homme a surpris ses covoyageurs qui ont largement posté cette image sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Voilà, on le voit tranquillement en train de discuter avec les voyageurs de ce vol. Daniel, est-ce que c'est une stratégie de communication réfléchie de Reuven Rivlin de se montrer aussi proche du peuple, ou finalement c'est sa personnalité, c'est son naturel qui revient au galop? C'est son naturel, c'est son caractère. Reuven Rivlin a toujours été très proche. Il ne s'est jamais véritablement pris au sérieux. C'est un homme qui a toujours aimé plaisanter. C'est un homme qui a toujours été très simple dans sa vie personnelle. Il appelle sa femme maman, et ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est un homme qui a toujours été très chaleureux, très apprécié en Israël, même si au départ, le début de sa carrière a été plutôt difficile. C'est un homme qui aujourd'hui représente, on va dire, c'est peut-être le dernier des Mohicans de ce que l'on appelait la noblesse bétariste, c'est-à-dire que c'était la noblesse de l'idéologie tirée de Jabotinsky, de Zeev Jabotinsky, qui au passage soulignait la nécessité de respecter dans un État d'Israël, dans un État juif, toutes les minorités. C'est la raison pour laquelle Reuven Rivlin est très apprécié dans le secteur arabe israélien par les députés arabes israéliens. Il a été plusieurs fois longtemps président de la Knesset et il a su jouer ce rôle de président de la Knesset avec une équité remarquable. Donc c'est un homme qui est très apprécié dans la société israélienne. C'est un homme qui a l'accolade facile, qui est souriant, avenant. Alors quelques mots, Daniel, de sa personnalité, fan de foot, végétarien. Ça tranche avec sa fonction hautement importante. Alors écoutez, effectivement, cela tranche avec même l'ensemble des leaders israéliens, leaders politiques. Ça tranche avec Benjamin Netanyahou, ça tranche même avec une certaine manière de se comporter de son prédécesseur, de Shimon Peres. C'est un autre style. C'est-à-dire, il n'est pas sans rappeler, par exemple, son maître qui était Menachem Begin, qui a terminé sa vie, lui qui était Premier ministre, dans un petit 3 pièces qu'il avait loué au KKL à l'époque, et dans la plus profonde modestie, tu vois, dans la profonde modestie. C'est un homme qui était particulièrement modeste, et Reuven Rivlin le suit dans cette voie. Malgré tous ces traits de sa personnalité, il y a un aspect politique aussi, peut-être dans son choix de voyager aussi modestement. On se souvient qu'il y a plusieurs mois déjà, les frais d'avion de Benjamin Netanyahou, son grand rival, avaient défrayé la chronique. On parlait d'un lit double installé spécialement dans son avion privé pour lui et son épouse. Oui, effectivement. C'est-à-dire, on peut rabâcher les problèmes et le caractère, on va dire, plus luxueux de la fonction de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou et son épouse sont toujours sous le feu des projecteurs à ce niveau-là. Évidemment, il y a une différence entre les deux hommes. Ce sont deux écoles, et il n'est pas impossible que Reuven Rivlin veuille délibérément essayer de titiller Benjamin Netanyahou, de montrer qu'il est possible, même en 2015, même lorsque l'on est dans une société d'abondance et de prospérité,
prospérité. On n'est pas obligé de dépenser 1,5 million de shekels pour installer un lit dans un vol spécial de la compagnie El Al. Voilà, et voyager en charter comme d'autres Israéliens. Les saluer au passage. Merci Daniel. Allez, on revient à présent sur la vague de violence qui se poursuit dans le pays depuis plusieurs jours. Les attaques au couteau restent confinées à la Cisjordanie. 3 nouvelles attaques hier, 2 blessés. Le récit de Maël Benoliel. Un automobiliste israélien a été légèrement blessé ce dimanche matin dans une nouvelle attaque au couteau sur cette route de Cisjordanie. Nous sommes dans la région du Gush Etzion, au sud de Jérusalem et au nord de Hébron. Il est à peu près 10 heures quand la voiture de cet habitant d'une implantation israélienne des environs est prise pour cible par des jets de pierre. Le chauffeur décide alors de garer son véhicule sur le bas-côté. C'est au moment où il sort de celui-ci qu'il se fait poignarder par un Palestinien déguisé en juif orthodoxe. Les secours, arrivés rapidement sur place, ont donné les premiers soins à l'homme de 58 ans avant de l'évacuer vers un hôpital de Jérusalem. Le terroriste de son côté a été abattu par les forces de sécurité après avoir réussi dans un premier temps à prendre la fuite. Quelques heures plus tard, à quelques kilomètres de là, à Hébron, une Palestinienne a tenté de poignarder un officier de police à l'entrée du caveau des patriarches. Ce dernier souhaitait effectuer un contrôle d'identité alors que le comportement de la femme lui semblait suspect. C'est ainsi que plutôt que de lui tendre ses papiers, elle a sorti un couteau et s'est jetée sur lui. Le policier parvient à s'en défaire avant de lui tirer dessus et de l'abattre. Des scénarios qui se répètent avec des modes opératoires désormais bien connus, des attaques qui pourraient être commanditées directement par le Hamas depuis la bande de Gaza. C'est le rapport d'enquête de l'attentat de la gare routière de Beersheva qui le dit, puisque l'auteur de l'attaque meurtrière aurait été en contact pendant des mois avec l'organisation terroriste avant de passer à l'acte. Et direction la Cisjordanie, on vous retrouve. Mathias Inbar, vous êtes dans le Gush Etzion, théâtre de plusieurs attaques ces derniers jours. On démarre par une information qui vous est parvenue il y a quelques instants. Nouvelles arrestations cette nuit, notamment à Hébron. Oui, si Barbara, si les forces de sécurité et si l'armée israélienne est ici déployée dans la région pour assurer la protection et la sécurité des habitants, il n'empêche que les opérations antiterroristes continuent, se poursuivent chaque nuit. On vient de voir d'ailleurs une des forces de l'unité d'élite d'Ouvdevan qui était en route pour la ville de Hébron et dans les alentours. Et on apprend en effet ce chiffre de 22 arrestations cette nuit dans toute la Cisjordanie, 11 pour la région du Gush Etzion et parmi lesquels 7 uniquement pour la ville de Hébron. Tous appartenaient au mouvement terroriste Hamas. Et donc, vous le comprenez bien, les opérations terroristes se poursuivent au quotidien ici. Alors, des attaques qui se poursuivent, vous l'avez dit, qui se sont recentrées dans cette région. Est-ce que les services de sécurité l'expliquent ? Oui, il explique par le simple fait que la région de Hébron et principalement la ville de Hébron est dominée par le Hamas. Et donc finalement les discours d'apaisement du côté de Jérusalem et sur la scène internationale n'ont que très peu d'écho ici dans cette région du Gush Etzion. Vous l'avez dit il y a quelques instants dans le sujet. 3 attaques hier, 2 attaques au couteau, une tentative d'attaque au couteau également, des tirs en direction du quartier juif de Hébron. Bref, les attaques se poursuivent. On est loin encore ici dans cette région de Cisjordanie du Gush Etzion, d'une accalmie. Merci Mathias pour ces précisions. Avant de se quitter pour un nouveau journal, voici quelques images. D'abord, vous le voyez derrière moi, il fait extrêmement sombre ce matin parce que la pluie s'est invitée en Israël. Et voici ces images. Hier, peu avant 10 h du matin, une grue de construction a été renversée à Tel Aviv où plusieurs rues ont été bloquées. Dans l'ensemble du pays, on note depuis hier des coupures de courant un peu partout. Des milliers de foyers toujours privés d'électricité ce matin et à cause de la pluie et des fortes rafales. On note également que l'aéroport de Sderot et le port de Haïfa ont été immobilisés. Voilà pour cette tempête hivernale qui s'est invitée au Moyen-Orient. On se quitte pour un nouveau journal avec Nathalie Nagar et on se retrouve juste après. Allez.
La violence se poursuit en Israël. Nouveau soupçon d'attaque à l'arme blanche il y a quelques instants à Kiryat Arba, à côté de la ville de Hébron, en Cisjordanie. On vous retrouve Mathias Inbar. Voilà, on essaie d'établir la connexion avec Mathias dans quelques instants qui va nous donner plus de détails sur cette attaque survenue. Donc il y a quelques instants, nouvelle attaque au poignard à Kiryat Arba dans la ville de Hébron. Mathias, on vous écoute. Écoutez Barbara, pendant que je vous parle, je suis en train de regarder les infos qui me parviennent au compte-gouttes. Il s'agirait d'une attaque, encore une fois, d'une attaque au couteau dans l'un des quartiers de Kiryat Arba, dans la porte occidentale de Kiryat Arba, c'est-à-dire dans le quartier qui donne face à la ville de Hébron. On a entendu plusieurs sirènes ici se diriger en direction de la ville de Hébron. Pour l'instant, pas plus de détails. On ne sait pas s'il y a des blessés et surtout leur état à l'heure actuelle. Pendant que je vous parle, je suis en train de recevoir un communiqué. Et il y aurait éventuellement également, on parle de tirs, en tout cas des témoins ont entendu des tirs. Personne ne sait s'il s'agit pour l'instant de tirs des forces de sécurité en direction des auteurs ou de l'auteur de l'attentat au couteau ou alors de ces derniers. J'imagine que j'aurai plus de détails dans les prochaines minutes. Voilà, des informations évidemment à prendre avec les pincettes, on le rappelle, hein, dans les quelques minutes qui suivent chaque attaque, beaucoup d'informations contradictoires, le temps de faire un peu d'ordre et on reviendra évidemment sur cette information. Chers lecteurs, est-ce que vous tueriez bébé Hitler? C'est la question que le New York Times a posée à ses lecteurs sur Internet ce week-end. Une question qui en a étonné plus d'un avec pas mal de réactions sur les réseaux sociaux et dans l'ensemble des médias. Betsabé. Exactement. Alors la formulation exacte du New York Times Mag, si vous pouviez remonter dans le temps et tuer Hitler quand il n'était encore que bébé, eh bien le feriez-vous? Alors certains lecteurs ont tellement été surpris qu'ils ont cru à un piratage en fait du compte du New York Times. Et puis le débat a commencé. Grand intérêt sur Twitter puisque la combinaison Baby Hitler était en trending topic le 23 octobre dernier. Alors sous ce hashtag Baby Hitler, il y a bien sûr les choqués. Tueriez-vous un homme? Demande le New York Times sur ainsi l'éditorialisme du magazine Vanity Fair Richard Lawson qui demande donc est-ce que vous tueriez un homme? Ou de l'autre côté ceux qui se mettent à rêver, j'utiliserai bébé Hitler comme club pour tuer bébé Oussama avec ce hashtag tuer du bébé avec un seul coup. Et puis à ceux qui ne prennent pas parti mais alors qui en profitent pour se moquer de Donald Trump par exemple et de ses déclarations disons polémiques. Par exemple quelqu'un a posé la question du bébé Hitler à Trump ou alors autre suggestion, il aurait fallu lui payer des cours de peinture afin qu'il entre aux Beaux-Arts de Vienne où il avait été, on le rappelle, recalé et laisse tomber ainsi la politique s'il avait réussi à être un artiste Hitler, à quoi un internaute répond oui, enfin en même temps il n'y a pas assez de débouchés pour les artistes. Est-ce que les médias américains ont pris parti dans ce débat? Quelques-uns oui, alors le très sérieux Washington Post insiste dans un édito, vous ne devriez pas tuer bébé Hitler. Le quotidien renommé à sa propre solution essayait de bien l'élever et d'écrire ainsi monsieur et madame Hitler, j'aimerais vous prendre ce bébé et l'élever pour vous. Votre fils va grandir et devenir le pire dictateur de l'histoire, responsable d'un génocide. Alors The Atlantic de son côté reformule la question, tueriez-vous en fait un enfant pour sauver des millions de vie? L'éditorialiste répond sèchement personnellement non. Même dans cette situation extrême, eh bien je ne peux pas moralement tuer quelqu'un, d'autant que bien d'autres moyens auraient permis d'empêcher l'accession au pouvoir de Hitler. Et les Américains, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette question? En tout cas, les 3000 abonnés du journal à qui elle a été directement adressée, eh bien les réponses à la question, regardez, se répartissent de la façon suivante. 30%, un peu moins d'un tiers, ont répondu qu'ils ne tueraient pas bébé Hitler. 28% se disent incertains, mais alors 42%, et c'est donc la majorité, assurent en revanche que oui, il tuerait bébé Hitler s'il le pouvait. De quoi faire sourire, même rire en fait l'auteur de la proposition, donc le New York Times, on le rappelle, qui en croit le journal
journal n'était pas en fait une vraie question. Pour preuve, eh bien, ce lol tweeté par le New York Times lui-même, qui signifie qu'en fait la dite question était en fait une simple provocation pour générer une polémique et puis accessoirement un bon coup de pub, on l'aura compris. Et un débat rhétorique. Merci Betsabe. L'actu média du jour, c'est avec vous, Rudy. On démarre avec cette annonce du groupe Vice, le lancement d'une douzaine de chaînes en Europe. C'est beaucoup et ça se passe dès 2016. Oui, alors c'est pas un fait anodin dans l'histoire des médias, car finalement le groupe Vice, alors si vous le connaissez pas, c'est un gros mastodonte des créateurs de contenu sur Internet qui se sont fait connaître via le net avec des enquêtes chocs, un ton assez underground, des reportages qualifiés parfois de trash. Ça a créé une sorte de nouveau journalisme, en tout cas de nouvelles narrations. C'était à la base un petit groupe de presse canadien qui a explosé ces 2 dernières années via le net et pèse désormais plus de 4 milliards de dollars et engrange 1 milliard de dollars de recettes par an. Donc c'est dans une logique d'expansion que Vice fait finalement le chemin inverse. Habituellement les contenus télé vont sur le web, et bien là c'est le web qui va alimenter la télé. Alors Vice Media a déjà lancé cette année sa première chaîne au Canada et produit du contenu télé désormais dans 28 pays. En France par exemple, il produit sur France 4 un magazine quotidien d'information. Alors son directeur général Shane Smith a annoncé la création donc de 12 nouvelles chaînes qui vont inonder l'Europe avec le style Vice News, c'est-à-dire du documentaire décalé. En français aussi ? En français, absolument. Aussi, voilà, nouvelle chaîne d'infos différentes. Autre news média à retenir cette semaine, TF1 qui va désigner ce mercredi son nouveau patron. Oui, on en a déjà parlé, c'est une nomination importante parce que quand on parle de TF1, on parle de la première chaîne d'Europe, on parle aussi de 95% des 100 meilleures audiences de l'année. C'est donc aussi la fin de parcours pour Nonce Paolini que vous voyez à l'écran. Il avait pris ses fonctions en 2008. Alors le nouveau président aura énormément de défis à relever, notamment freiner l'érosion des audiences, ou en tout cas y répondre d'une manière ou d'une autre, dû à la concurrence d'Internet et des chaînes TNT. Juste à titre d'exemple, la part d'audience de TF1 en moyenne était de plus de 30% en 2007 contre 21% actuellement. Gilles Pélisson, un proche du groupe Bouygues, est le grand favori pour lui succéder. Il sera donc normalement nommé mercredi. Voilà, réponse mercredi. On finit avec les audiences du week-end. Rudy, il faut retenir quoi ? Un match nul samedi soir entre le retour de Danse avec les stars et le retour aussi de Taratata pour un grand show au Zénith de Paris pour sa 500e. Voilà ce qu'on pouvait retenir. 4,9% pour TF1, 4,3% pour France 2 et France 3 arrive en 3e position avec 1 million de téléspectateurs en moins. Je vous propose pour finir d'autres actus médias avec l'actu en bref. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Une chaîne 100% James Bond à l'occasion de la sortie sur grand écran du dernier opus Spectre et de la première diffusion en clair de Skyfall, France Télé propose sur son site Plus une chaîne éphémère dédiée à l'agent 007. Pendant 10 jours, du vendredi 6 au dimanche 15 novembre, cette chaîne va diffuser 17 des 24 films que compte la saga. Les fidèles du 13h de TF1 vont devoir encore patienter avant de revoir Jean-Pierre Pernaut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Opéré du genou le 2 octobre dernier après une mauvaise chute, le journaliste a annoncé à ses fans affolés sur Twitter qu'il reviendrait au mieux début novembre. Il est remplacé au pied levé par son joker Jacques Lecros. Le roi de la pop sur petit écran. La Warner Bros vient d'annoncer le tournage prochain d'une série télé qui racontera les derniers mois de la vie de Michael Jackson, décédé en 2009. Le scénario sera inspiré d'un livre à paraître courant 2016 racontant cette période. La Warner a indiqué que pour l'instant, aucune chaîne n'est rattachée à ce projet. On connaît le nom de la nouvelle maîtresse de cérémonie des Césars. C'est l'humoriste Florence Foresti qui a été choisie pour animer la grand-messe du cinéma français qui sera diffusée le 26 février prochain sur Canal+. Elle succède à Cécile de France, Valérie Lemercier, Gad Elmaleh, Antoine Decaune ou encore Édouard Baird. Parle ! Michel Fugain est en Israël en ce moment. Le chanteur est en plein tournage d'une émission de télé. Il est l'invité d'honneur de ce projet baptisé Des vacances parfaites. Alors entre 2 scènes de tournage, il a répondu aux questions de Valérie Pérez pour Midi Ensemble. Bon, vous êtes fan d'Israël parce que vous êtes venu plusieurs fois, vous avez réalisé de nombreux concerts ici, mais les Israéliens sont aussi fans de vous. Qu'est-ce que vous pensez de justement de ces artistes qui à la dernière minute ne viennent pas parce qu'ils cèdent aux pressions du BDS ? Vous pensez qu'il faut avoir peur de venir ici en Israël chanter ? Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. Ils ont peut-être peur de leur ombre. Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire parce que je me crois saltimbanque,
que ce ne sont pas des vrais saltimbanques, parce qu'un saltimbanque n'a pas peur de comme ça. Puis je vais vous dire, je vais vous répondre aussi d'une autre manière. Je vis en Corse, j'habite la Corse, j'habite en Corse. Et chaque fois que je dis que j'habite en Corse, il y a dans mon métier des mecs qui font « Mais putain, t'es fou, comment t'habites en Corse? Mais t'as pas peur ?» D'autant que vous n'êtes pas corse et votre femme non plus. Ben non. En habitant en Corse, je connais la Corse depuis très très longtemps. C'est un pays d'une douceur incroyable. Et là, je me balade depuis 3 jours hein, en Israël et c'est un pays d'une douceur. On passe son temps au soleil. C'est un pays où les rapports sont doux, les gens sont gentils. Il y a hospitalier, quoi. Et puis, dès qu'on parle, dès qu'ils savent qu'on s'intéresse à Israël et à ce qui s'y passe, ils disent bienvenue, quoi. Et puis, tout du long de ce voyage, je rencontre des gens. Alors, il y a des francophones, hein, c'est des juifs francophones, dont certains sont installés là, dont d'autres qui sont venus voir ceux qui sont installés là. Et ça commence, bah, c'est le tof. Et j'adore la chaleur de ça, j'adore la chaleur. Et on en vient à l'événement musical du moment. Adele is back, c'est le hashtag du week-end. La chanteuse britannique qui avait quitté la scène révèle son nouveau single et pulvérise tous les records. Sandy, vous avez les images de ce clip qui nous a été dévoilé donc il y a quelques jours. Exactement, alors Adele fait son grand comeback avec Hello, c'est le tout premier titre de son prochain album et évidemment on va en regarder un extrait tout de suite. Ça vous a donné des frissons? Belle chanson. Eh ben, vous n'êtes pas les seuls. Ce nouveau titre est déjà un carton. Il n'est sorti que vendredi sur la toile. Il est déjà numéro 1 dans le monde. En à peine 24 heures, le clip dépassait les 28 millions de vues sur Vivo. Aujourd'hui, ce matin, il dépassait les 65 millions sur YouTube. C'est incroyable. Ses nombreux followers ont tous été séduits, comme plusieurs stars. D'ailleurs, elles se sont exprimées sur la toile. On a vu Kate Hudson ou Katy Perry qui ont avoué avoir pleuré après avoir écouté Hello. Elles n'étaient pas les seules. On a pu voir également des commentaires de Sam Smith, Leila Dunham et Emma Roberts. Voilà, elle pulvérise donc tous les records, il faut le dire. Ses fans attendaient plus que toute autre chose son retour. C'est vrai, Adele s'est retirée déjà depuis 3 ans. C'est très long dans ce métier. Alors, elle avait rencontré le succès en 2008 avec son premier album 19, puis en 2011 avec 21. Dans sa courte mais très impressionnante carrière, elle a déjà remporté 86 récompenses, dont 10 Grammy Awards et 1 Oscar pour Skyfall, bande originale du dernier James Bond sorti à l'écran. En 2012, elle avait dû annoncer devoir faire une pause. Elle s'est fait opérer des cordes vocales. Elle a ensuite eu un enfant et la voilà de retour. Voilà, retour fracassant pour Adele qui prépare finalement toujours très bien d'un point de vue marketing. Tout ce qu'elle fait, elle se vend extrêmement bien, Adele. Exactement, elle a encore une fois fait un très bon coup de com'. Elle a évidemment annoncé son retour sur les réseaux sociaux. C'était le 21 octobre. Mais elle a aussi et surtout lancé un petit teaser pendant la pub d'un télécrochet très populaire en Grande-Bretagne, X Factor. Je vous propose de regarder ce que c'était. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing.
Un écran noir, des paroles et sa voix sublime qu'on ne peut que reconnaître, accompagnée d'un piano, un teaser très efficace. On comprend donc l'engouement des fans sur la toile. Elle a laissé durer le suspense en fait. Personne ne disait que c'était Adèle. Non, on a bien reconnu la voix. On la reconnaît. Voilà, ok, ça marche, c'est très efficace. Exactement. Et donc, s'en est suivi évidemment un engouement sur la toile, tout comme après le clip. Comme souvent, certains se sont amusés de certains détails, notamment comme l'utilisation d'un téléphone à clapet, loin des smartphones dernière génération. D'autres n'ont pu s'empêcher de faire la comparaison avec le titre de Lionel Richie, Hello, exactement, qui s'intitule exactement du même nom. Résultat, un mash-up court mais très réussi. Hello. Hello. Is it me you looking for? Ou pas? Attends, j'ai une petite. Lionel Richie s'en est lui-même amusé. Il a posté ensuite sur Twitter une image de deux au téléphone avec un petit message. Hello Adèle, est-ce moi que tu cherches? En attendant de le trouver, nous on va profiter de ce clip divinement réalisé par Xavier Dolan et de cette chanson très émouvante d'Adèle en attendant de pouvoir découvrir les autres titres du prochain album d'Adèle qui s'appelle 25 le 20 novembre prochain. On va se quitter avec cette chanson pour qu'elle nous reste bien dans la tête toute la journée. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.